La ville était située à l'ombre d'une forêt dense. Les routes étroites et sinueuses étaient bordées d'arbres bloquant le soleil. Même pendant la journée, la ville semblait sombre. Le réseau électrique peu fiable forçait les gens à utiliser des lanternes et des générateurs. La vie ici était tranquille, mais un sentiment de malaise persistait. Cela a commencé avec un agriculteur. Il est entré dans le dîner un soir, ses bottes étaient recouvertes de boue et son visage était dénué de couleur. La cloche de la porte a tinté, mais personne n'y a prêté attention au début. Le fermier a déposé une photographie sur le comptoir sans rien dire. La photo montrait un tas d'os. Ils étaient laids propres, presque brillants et disposés de manière étrange. Autour d'eux, le sol semblait mouillé par quelque chose de sombre et huileux. « Sorti de derrière ma grange, dit-il, sa voix basse, presque tremblante. « Des coyotes ?» Quelqu'un a proposé d'un ton incertain. Le fermier a secoué la tête, expliquant que les coyotes ne laissent pas de tels os. Et puis le fermier a partagé un détail glaçant. Il n'y avait pas une seule trace de fourrure ou de trace laissée derrière. Le silence s'installa pendant que la photo circulait. Les gens échangeaient des regards nerveux. Certains murmuraient à propos des prédateurs, mais d'autres parlaient à voix basse des vieilles histoires, celles concernant la forêt et les choses qui vivaient au plus profond d'elle. Derrière le comptoir, l'ado de service écoutait avec attention. Il avait déjà entendu les histoires, mais l'image le fit frissonner. Lorsque son service a pris fin, il est sorti dans l'air frais de la nuit, incapable d'effacer l'image des os de son esprit. Ses amis étaient déjà au bowling. Des plateaux de nachos et de frites graisseuses s'empilèrent sur la table. Le bruit rythmique des kisses qui tombent et la musique rock classique emplissaient l'air. Il est entré dans la cabine et a pris une frite d'un des plateaux. Il leur a mentionné la photo de l'agriculteur apportée au dîner. Ses amis se sont regardés. « Nous devrions aller voir », a dit l'un d'eux avec un sourire nerveux. L'adolescent a hésité, pensant que ce n'était probablement rien. Mais le groupe avait déjà décidé. Ils ont atteint la grange sous une pleine lune. L'air était froid et le bâtiment imposant se profilait contre le ciel nocturne. Son cadre en bois craquait dans la brise, les planches déformées et affaissées. On aurait dit que la structure pouvait s'effondrer à tout moment. Ils ont escaladé la clôture, la lampe de poche éclairant l'obscurité. Le tas d'os était là, tout comme l'agriculteur l'avait dit. Le faisceau de la lampe a révélé le résidu huileux brillant autour de lui sur le sol. L'odeur les a frappés ensuite, aiguisée et métallique, comme du métal rouillé mélangé à quelque chose d'acide. Ils sont restés un moment observant l'étrange spectacle. Puis, la lampe de poche a vacillé. « Ne fais pas ça !» chuchota-t-on au garçon tenant la lampe de poche. Mais l'adolescent n'a rien fait. Ce n'était pas le bon moment pour des farces. Il regarda la lampe de poche clignotante dans sa main. « Elle est en train de s'épuiser, pensa-t-il. Le faisceau crachotait 2 fois avant de s'éteindre, les plongeant dans le noir complet. « Qui a une autre lumière ?» chuchota quelqu'un d'une voix tremblante. Personne n'en avait. Le groupe s'est serré, le silence pesant. Puis ils l'ont entendu. Un son faible et humide, comme quelque chose qui glisse sur du bois. Cela venait de l'intérieur de la grange. « Avez-vous entendu ça ?» Quelqu'un a chuchoté d'une voix à peine audible. L'un des ados a tenté d'atteindre la porte de la grange, mais trop tard. Quelque chose de froid a effleuré leurs chevilles et ils ont hurlé. Le bruit a déclenché un mouvement rapide et chaotique. Le glissement s'est intensifié et une forme sombre, non naturelle, comme un liquide, a jailli du coin de la grange. Un cri a déchiré la nuit alors qu'un des adolescents était emporté. Les autres tâtonnaient aveuglément, leurs mains ne trouvant que de l'air alors que l'ombre engloutissait leur ami. Le bruit des eaux qui craquent a rempli l'air, suivi de cris gorgés d'eau qui se sont soudainement arrêtés. Un autre adolescent a été tiré en arrière, ses pieds raclant la terre alors qu'il criait à l'aide. Le groupe s'est dispersé dans la panique, mais l'ombre a bougé plus vite. Elle a enveloppé un autre, le tirant au sol. La dernière chose que les autres ont entendue était le bruit de quelque chose qui se déchire, suivi d'un silence. L'ado qui avait proposé le voyage a trébuché, ses paumes éraflant le sol. Il leva les yeux juste à temps pour voir une vrille d'ombre se jeter sur lui. Elle saisit sa jambe. Il hurla de manière terrifiante lorsqu'elle se mit à le tirer en arrière. Dans le chaos, un garçon resté à l'arrière a pu ouvrir la porte de la grange. La lumière lunaire a inondé l'espace, faisant reculer l'ombre un instant, sifflant comme de la vapeur heurtant l'eau froide.
Les yeux du garçon se sont écarquillés. Il a fait un pas en arrière, puis a couru. Le garçon courait sans s'arrêter, les pieds les martelant le chemin de terre, le souffle haletant. La forêt se brouillait autour de lui, n'osant pas regarder si l'ombre le suivait. Il devait se rendre en ville pour prévenir quelqu'un. Lorsqu'il a éclaté dans la place principale, débraillé et aux yeux écarquillés, ses cris ont attiré une petite foule. Il a essayé d'expliquer, ses mots se bousculant les uns sur les autres. Il l'a eu dans la grange, l'ombre, donc ce n'était pas... Ses mains tremblaient et son visage était pâle de terreur. Au début sceptique, les gens se laissèrent gagner par la panique contagieuse du garçon. Pendant que certains allaient en chercher le shérif, d'autres échangeaient des murmures inquiets. Au moment où le garçon a terminé son histoire frénétique, la ville autrefois calme avait éclaté dans un mélange de peur et de confusion. Les rumeurs se sont vite propagées. L'histoire du garçon a été rejetée par certains comme de l'hystérie. D'autres murmuraient que cela ressemblait trop aux vieilles histoires de leurs grands-parents, parlant de choses bougeant dans l'obscurité. Dans tous les cas, une tension rampante enveloppait la ville. La nuit tomba et le réseau électrique tomba en panne avec une précision d'horlogerie. L'obscurité engloutit toute la ville, plongeant chaque maison dans le silence et l'ombre. Les familles se serraient autour des bougies vacillantes, chuchotant à peine plus fort que le crépitement des flammes. La peur s'immisçait partout, dans chaque échange. Personne ne voulait l'admettre, mais il savait. Quelque chose n'allait pas. Puis les disparitions ont commencé. Cela a commencé petit, un voisin manquant à sa place habituelle au dîner, une laisse de chien gisant flasque dans une rue vide. Mais bientôt des maisons entières ont été trouvées désertées. Pas de signes de lutte, pas de portes ou de fenêtres cassées, juste de légères taches crayeuses sur les meubles, les draps et même les vêtements, des dépôts de calcium qui n'avaient aucun sens. Le bureau du shérif n'avait pas de réponse. Le malaise est devenu terreur. Le shérif de la ville, peu superstitieux, traitait avec des faits et des preuves. Cependant, les histoires qui s'accumulaient éprouvaient même son pragmatisme. Ce qui le rongeait le plus, c'était l'idée de sa mère, seule à l'orée de la forêt. Elle assurait aller bien, ignorant ses inquiétudes d'un geste. Pourtant, il ne pouvait pas se débarrasser de l'image d'elle dans le noir, sans défense contre tout ce qui se trouvait là-bas. Un soir, il arriva chez elle avec une petite caméra cachée sous son bras. Elle le gronda, mais il la repoussa, disant d'une voix stable mais tendue que c'était juste au cas où. Il installa la caméra sur la commode, la dirigeant vers le lit et la plupart de la chambre. « Vois, dit-il en montrant le voyant rouge clignotant. « Rien à craindre, lui lança-t-elle, sceptique, acquiesçant néanmoins. Alors qu'il partait, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant avec un mélange d'amusement et d'une émotion plus profonde, possiblement de l'inquiétude ou de la compréhension. La panne d'électricité est survenue comme prévu. Le chef était assis à son bureau dans la station, le flux de la caméra ouvert sur son ordinateur portable. La faible lueur de l'écran éclairait seule la pièce. Sa mère était allongée dans le lit, sa respiration douce le rassurait. Il soupira, relâchant un peu la tension. Mais ensuite, la pièce à l'écran a changé. C'était subtil au début, les ombres près de la commode s'intensifiant, s'accumulant comme de l'encre renversée. Le chef s'est penché plus près de l'écran, son pouls s'accélérant. Les ombres m'ont bougé. Elles rampèrent sur le sol, escaladant les murs en vagues lentes et délibérées. La vision nocturne de la caméra a vacillé, déformant l'image. Quand elle s'est stabilisée, quelque chose de nouveau est apparu, une masse sombre et amorphe, à peine discernable sur le fond de la pièce. Elle se mouvait, s'écoulait en silence, telle une fumée liquide. Elle se dirigea vers le lit, glaçant d'effroi l'estomac du chef. « Maman » murmura-t-il à l'écran, comme si elle pouvait l'entendre. Elle bougea doucement, l'air serein. L'ombre s'étirait, ses tentacules s'étendant comme des doigts. L'une effleura le bord du lit, puis une autre. Le flux de la caméra a de nouveau bugué, et quand il est revenu, l'ombre avait disparu, tout comme sa mère. Il a quitté précipitamment la station, l'esprit bouillonnant. Quand il a fait irruption dans sa maison, le lit était vide. Sa couverture préférée était pliée au pied du lit, ses lunettes sur la table de nuit. La pièce sentait légèrement, et sur l'oreiller, une fine poussière blanche captait la lumière de la lune. « Maman » cria-t-il, sa voix résonnant dans la maison vide. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le shérif était seul dans la chambre de sa mère. Son regard allait du lit vide à la poussière fine sur l'oreiller. Il tendit la main, faisant courir ses doigts dans la poudre. Cela semblait fragile, comme de la craie écrasée, et s'effritait au toucher.
« Où es-tu » murmura-t-il d'une voix tremblante. Le silence répondit, glacial et indifférent. Il s'obligea à avancer dans le couloir. Chaque grincement des planches résonnait, accentuant le vide dans sa poitrine. Il vérifia chaque pièce, chaque placard, appelant son nom. Rien, pas une trace d'elle. La panne de courant plongeait le quartier dans les ténèbres. Seule la faible lueur de la lune filtrait à travers l'épaisse canopée d'arbres, projetant de longues ombres squelettiques sur la pelouse. Son souffle se condensait dans la nuit froide alors qu'il scrutait la propriété, guettant le moindre indice. C'est alors qu'il l'a vu. Un sentier. À peine visible, une faible dispersion de la même poussière blanche scintillait sous le clair de lune, s'éloignant de la maison. Il serpentait à travers la cour, passait la clôture et s'enfonçait dans la forêt au-delà. Le shérif hésita, sa main se crispant sur sa lampe torche. Tous ses instincts lui criaient d'attendre le matin, de chercher de l'aide et de réfléchir. Mais le temps pressait, sa mère l'attendait. Il a dégainé son arme de poing, vérifié la chambre et est entré dans les bois. La forêt l'a englouti tout entier. L'air devenait plus froid, le silence plus lourd à chaque pas. Le sentier serpentait entre les arbres, lumineux dans l'obscurité surnaturelle. Le faisceau de sa lampe oscillait, illuminant les racines noueuses et la végétation dense, risquant de le faire chuter. « Maman !» il a appelé encore une fois. Devant, quelque chose a bougé. Le shérif s'est arrêté et a retenu son souffle. Le faisceau de sa lampe de poche a balayé les arbres, captant des mouvements fugaces au bord de sa vision. Il pivota soudainement, le faisceau ricochant. Des ombres insaisissables dansaient entre les arbres, fluides comme de l'eau. « Qui est là » exigea-t-il, braquant son arme. Malgré ses efforts pour rester stable, sa voix tremblait. Les ombres n'ont pas répondu. Au lieu de cela, l'air a changé. Il s'est épaissi, lourd d'un goût métallique qui s'accrochait à sa langue et à sa gorge. La lampe de poche a vacillé, le faisceau a crachoté, le plongeant dans une quasi-obscurité. Il a frappé le côté de celle-ci, son pouce battant, et la lumière est revenue juste à temps pour attraper quelque chose en mouvement. Ce n'était pas humain. Une masse d'obscurité rampait sur le sol de la forêt, se refroidissant et s'étirant comme de l'huile sur l'eau. Des vrilles se déployaient, atteignant les arbres, le sol et l'air lui-même. Les ombres semblaient se nourrir de la lumière, l'attirant et ne laissant derrière elles que le vide. Le shérif trébucha en arrière, ses bottes accrochant des racines. Il leva son pistolet, tirant dans la masse. Les coups de feu résonnaient, mais l'ombre ne ralentissait pas. Elle progressait avec vigueur, ses tentacules grandissant et s'agitant frénétiquement. Il se retourna et courut. Des branches griffaient de son visage et ses bras alors qu'il courait à travers les bois. Le sentier était accidenté, mais il continuait. Il sentait les ténèbres se rapprocher derrière lui. Ses mouvements étaient presque silencieux, ponctués seulement par un faible bruit humide. Une maison est apparue. Il est entré par la porte arrière, l'a claquée et verrouillée. Sa poitrine se soulevait en reculant dans la cuisine, le regard rivé sur la porte. Pour un instant, le monde s'est réduit au rythme saccadé de sa respiration. Puis, les lumières ont vacillé. Un bourdonnement profond et résonnant a empli l'air, vibrant à travers les murs et le sol. Les ombres sous la porte se sont épaissies, des vrilles sombres s'infiltrant à travers les fissures comme de la fumée. Le shérif recula, serrant davantage son arme. Le visage de sa mère lui est apparu en tête, son doux sourire, son rire rassurant. Il avala difficilement sa salive, levant le pistolet. L'ombre a surgi. Le shérif, pistolet en main, se prépara alors que les tentacules obscurs envahissaient de la pièce. Le bourdonnement s'intensifiait, faisant trembler les assiettes et lui envoyant un frisson profond. Il recula, le cœur battant. Les lumières clignotaient, les ombres tourbillonnaient, vivantes. Ce n'était pas que l'obscurité, c'était une fin consciente. Puis, aussi vite qu'elle avait commencé, elle s'arrêta. Les ombres reculaient, glissant sous la porte et se retirant dans la nuit. Le bourdonnement s'estompa, ne laissant que la respiration paniquée du shérif et le faible vrombissement de la lumière au plafond. Il maintint son pistolet en joue, incapable de le baisser. Au lever du jour, la ville avait changé. La peur qui avait mijoté sous la surface avait débordé. Les rumeurs se sont propagées rapidement, des proches disparus, des ombres étranges et de la poussière blanche abandonnée. Le shérif a partagé ce qu'il avait vu, sa voix était stable, mais ses yeux trahissaient le poids de la rencontre. Le départ de sa mère était indéniable pour tous.
Le lendemain soir, la ville était en mode survie totale. Chaque maison était fortifiée. Des lanternes ornèrent les fenêtres, des bougies illuminaient les manteaux et des projecteurs sur générateurs éclairaient jardins et ruelles. Les gens portaient des lampes de poche et des torches en permanence. Les rues, jadis calmes et obscures, luisèrent désormais d'un patchwork de lumière. Les habitants de la ville ont organisé des patrouilles de voisins armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver pour combattre l'obscurité. Ils se déplaçaient en groupe, leurs lampes de poche scrutant les ombres en parcourant les rues. Pendant un temps, les efforts semblaient fonctionner. Les disparitions ont ralenti et le bourdonnement oppressant a diminué, mais le soulagement fut bref. Les pannes ont continué. L'obscurité s'est adaptée, se faufilant par les fissures des portes et utilisant les ombres projetées par les lumières censées la repousser. Une famille s'est barricadée dans leur salon, la lueur d'une douzaine de bougies projetant de longues ombres sur les murs. Lorsque les bougies se sont éteintes, ils l'ont vu, une masse de noir qui s'échappait du coin, des vrilles serpentant vers eux. Lorsque les voisins sont arrivés, tout ce qui restait était un léger résidu de calcium sur les meubles. Les patrouilles étaient de plus en plus désespérées. Chaque nuit, le shérif les accompagnait, sa lampe de poche toujours à la main. Les gens partageaient leurs observations de l'ombre, décrivant ses mouvements d'une précision effrayante. Même les animaux n'étaient pas en sécurité. Un matin, on a découvert que la seule pension pour chiens de la ville était vide, chaque cage ouverte et un fin voile de poudre blanche recouvrant les sols. Les rapports croissants de disparitions et de restes squelettiques ont attiré l'attention de la fondation SCP. Les bulletins d'urgence, les actualités locales et les appels à l'aide ont dressé un tableau impossible à ignorer. Une force d'intervention mobile, se faisant passer pour des inspecteurs de sécurité gouvernementaux, est arrivée en ville. Leurs véhicules étaient banalisés, leur présence discrète mais résolue. Les résidents, désespérés, ont accueilli les étrangers sans poser de questions. Des projecteurs portables ont été installés dans la ville, remplaçant le réseau électrique peu fiable. Pendant leur travail, la Fondation a officiellement désigné l'anomalie SCP-575. « Maintenez le réseau stable », ordonna le chef d'équipe d'une voix tranchante. « Nous ne pouvons nous permettre une lacune. Les projecteurs rugissent, leurs faisceaux intenses formant une frontière nette. L'obscurité a reculé, se regroupant au bord comme de l'encre se répandant dans l'eau. Pour un instant, cela semblait fonctionner. L'équipe a regardé SCP-575 se calmer, ses tentacules se retirant de la lumière brûlante. « On l'a » murmura l'un des agents, sa voix teintée d'un espoir prudent. Mais la victoire fut brève. L'obscurité commença à onduler, tremblant comme une chose vivante sous la pression de la lumière. Puis elle s'est fracturée. L'entité s'est fragmentée en formes plus petites et indépendantes, chacune glissant à travers les fissures des murs et sous les cadres de portes. Les fragments se sont dispersés dans la ville, se propageant trop vite pour l'équipe. « Repliez-vous » a crié le chef. « Nous perdons le confinement. » L'agent a rapidement repositionné les projecteurs, essayant désespérément de couper les ombres. Mais SCP-575 se déplaçait avec une précision déconcertante, ses fragments se faufilant dans des endroits inaccessibles à la lumière. Une par une, les zones qu'ils avaient fortifiées sont toutes tombées dans l'obscurité. L'équipe épuisée s'est rassemblée dans le centre de commande mobile. Des cartes de la ville étaient étalées sur la table, marquées de cercles rouges indiquant les zones que SCP-575 avait envahies. Ils s'adaptaient, ils avaient besoin d'une nouvelle approche. L'agent principal s'est penché, traçant du doigt les marques rouges sur la carte. « Ce n'est pas aléatoire », ont-ils dit, leur voix basse. Ils se déplacent avec un but, revenant sur certaines zones. C'est comme s'ils protégeaient quelque chose. Un chercheur a parcouru un dossier sur le folklore local, fronçant les sourcils. Il y a beaucoup de discussions sur un cœur des ténèbres dans les vieilles histoires d'ici, a-t-il dit. Il a poursuivi en expliquant que certaines histoires mentionnaient une ombre vivant dans la forêt, attaquant quiconque était assez fou pour y pénétrer après le crépuscule. Bien que superstitieuses, les descriptions correspondaient étrangement à ce qu'ils avaient observé. Les autres agents ont raillé. « Quelqu'un a une meilleure idée ?» rétorqua l'agent principal. « On a tout essayé d'autres. » Un silence tendu s'installe dans la pièce. Le chercheur poursuit avec hésitation. Selon le folklore, cette chose pourrait avoir un point central, une origine, une base d'opération. Si on le trouve, on pourrait peut-être le contenir. L'équipe échangea des regards, la décision pesant lourdement. Finalement, l'agent principal acquiesça. Compris, nous respectons le modèle établi. Recouper les informations sur chaque panne et disparition pour déterminer où cet objet pourrait être dissimulé.
Si elle a un repère, nous le trouverons. Un agent a tapoté un crayon sur la carte. La plupart des zones de panne convergeaient et près de l'ancien sentier d'exploitation forestière en forêt, le point le plus isolé sur la carte. Parfait pour tomber dans un piège, murmura un agent. Le regard de l'agent principal s'est durci. Il continuera à nous éliminer un par un. Nous devons lui livrer bataille. Les préparatifs ont débuté aussitôt. L'équipe s'est équipée de projecteurs portables, de caméras thermiques et de capteurs de mouvement. Les générateurs ronronnaient, alimentant des lumières, repoussant même les ombres les plus profondes. Leurs mouvements étaient vifs et délibérés, mais sous la surface, un courant de malaise les suivait. Avant de partir, l'agent principal a parlé au groupe. Restez groupés, sans prendre de risques inutiles. Si nous trouvons sa base, nous n'engageons que si nous sommes certains de pouvoir la contenir. Compris ? Un chœur d'affirmation a suivi, mais leurs visages trahissaient leurs doutes. Alors qu'ils sortaient dans la nuit, la forêt se dressait devant eux, ses arbres imposants projetant de longues ombres dentelées. La chasse était ouverte. La forêt les a engloutis tout entiers. Les agents avançaient en rang serré, leurs projecteurs transperçant la nuit. Chaque pas, chaque bruissement de feuilles sous leurs pieds propageait des ondes de tension dans le groupe. L'air devenait plus froid à mesure qu'il s'enfonçait, l'odeur piquante du pain se mêlant à quelque chose de plus lourd, une odeur âcre et métallique qui leur collait à la gorge. « Icharpe » a dit l'agent de tête, sa voix quasi inaudible à cause du générateur portable dans son dos. Un silence anormal régnait dans la forêt. Pas d'oiseaux, pas de feuilles qui bruissent, pas même le bourdonnement lointain des insectes. C'était comme si les bois eux-mêmes retenaient leur souffle. Le premier signe est apparu juste après une vieille clairière. Un agent a éclairé un tronc d'arbre avec sa lampe torche. L'écorce était profondément marquée de longues entailles déchiquetées, comme si quelque chose d'énorme l'avait griffé. « Frais !» souffla l'agent, son haleine visible dans l'air glacial. « C'est proche. » L'équipe a poursuivi sur le sentier qui s'est rétréci au milieu des arbres se resserrant. Les projecteurs ont commencé à crachoter, les faisceaux s'assombrissant brièvement avant de se stabiliser. L'air s'épaississait, respirer devenait une lutte, alors que le goût métallique s'intensifiait là-bas. Quelqu'un a sifflé, pointant devant. Au cœur de la forêt, ils l'ont trouvé. Un énorme gouffre béait dans la terre, des rochers dentelés encadrant ses bords comme des dents. L'obscurité à l'intérieur était absolue, engloutissant les faisceaux de leur lumière, comme si le vide lui-même était vivant. Des vrilles d'ombre se tortillaient au bord du gouffre, tirant sur la lumière, testant ses limites. Un agent leva un scanner thermique d'une main tremblante. Pas de signature thermique, ils ont marmonné. Ce n'est rien. Juste un vide. L'agent principal n'y croyait pas. Mettez les projecteurs en position, a-t-il ordonné. L'équipe a installé rapidement les lumières portables autour du périmètre du gouffre. Chaque projecteur s'est éclairé, perçant la pénombre avec des faisceaux blancs ardents. Les ombres ont reculé, sifflant en se retirant plus profondément dans le trou. « Gardez-les stables », a aboyé l'agent principal. « Ne laissez pas les faisceaux se briser. » Les vrilles ont frappé, plus vite que l'œil ne pouvait suivre. L'une a frappé une lumière, la déséquilibrant. Un agent a attrapé l'unité avant qu'elle ne tombe au sol. L'ombre a de nouveau sifflé, se retirant tandis que les faisceaux lumineux se stabilisaient. « Il se défend », a murmuré quelqu'un, sa voix tendue par la peur. L'agent principal a utilisé une unité de confinement prototype spécialement conçue pour ce type d'anomalie. Il s'est mis à vibrer, émettant une impulsion de basse fréquence qui a vibré à travers le sol. Déployer le réseau, ont-ils ordonné. L'appareil a projeté un réseau de lumière, une grille de faisceaux qui a recouvert le gouffre tel un filet. Les ombres se tordaient violemment, leurs tentacules claquant au bord de la lumière. Le bourdonnement s'intensifiait, l'air vibrant d'énergie. « Ça marche !» a crié un agent, sa voix remplie d'espoir. Les ombres ont commencé à se contracter, se retirant alors que la lumière se refermait autour d'elles. Le gouffre semblait trembler, les tentacules se débattant sauvagement dans une dernière tentative désespérée d'évasion. Puis, avec un bruit semblable à celui d'un tissu qui se déchire, les ombres ont disparu. Le gouffre est resté immobile, la lumière restant stable au-dessus de sa surface. « Statue ?» a demandé l'agent principal, sa voix calme mais tendue. Un agent a scanné la zone avec un appareil portable. Aucun mouvement, aucune anomalie détectée. C'est contenu. L'équipe a expiré en un seul souffle, un soulagement les submergeant comme une vague. L'agent principal fixait le gouffre, la mâchoire serrée, sans se détendre. « Emballez tout », dit-il finalement. Mais il savait que ce n'était pas fini.
Alors que l'équipe démantelait le réseau de confinement, la forêt semblait exhaler, le silence se brisant avec le léger bruissement des feuilles, mais même alors qu'il se préparait à partir, une seule pensée pesait lourdement dans l'air. Il l'avait contenue. Pour l'instant. Mais SCP-575 n'était pas parti. Des parties de celui-ci attendaient, prenaient leur temps, et tout le monde le savait. SCP-575 s'est avéré à la fois rusé et agaçamment persistant. SCP-575 est très vulnérable à une illumination intense. La contention se focalise sur le maintien d'un éclairage stable dans sa zone de confinement. Des projecteurs à haute intensité et des générateurs de secours sont utilisés pour garantir qu'il n'y a pas d'espace sombre restant. Sa chambre de confinement est dotée de rangées de projecteurs se chevauchant, réduisant ainsi les ombres potentielles. L'éclairage auxiliaire est activé automatiquement en cas de panne de courant. Le comportement de l'entité est constamment observé via des caméras et des capteurs, garantissant que toute violation est détectée immédiatement. SCP-575 peut se diviser en formes autonomes, plus petites qui se regroupent dans l'obscurité totale. Bien que la lumière le perturbe et l'immobilise, l'entité a prouvé qu'elle était capable de cibler les générateurs et les sources de lumière pour retrouver sa force. SCP-575 a également été observé imitant des sons et des voix humaines pour attirer ses victimes à sa portée, démontrant ainsi sa nature stratégique. SCP-575 est classé Keter pour son comportement prédateur, son adaptabilité et la menace qu'il pose sans lumière. Le confinement reste une priorité avec des recherches en cours pour mieux comprendre ses origines et ses capacités.